C'est parti. Bonjour tout le monde. Ce matin, on reçoit Emeric d'Assess First pour un webinaire intitulé Pour mieux recruter, faites confiance à la science. Et la suite, c'était et pas forcément co-CV. Exactement, non, pas du tout Bonjour aussi. Emeric, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc rapidement pour me présenter, moi je suis Emeric, je suis psychologue du travail et Head of Science chez Assess First. Donc très content d'être là avec vous ce matin pour ce webinaire où vraiment le but, ça va être de vous aider à mieux recruter, aussi vous aider, on va dire, à passer à l'action pour embaucher les talents qui vont transformer votre entreprise grâce aux acquis scientifiques plutôt qu'au CV. Ça marche. Eh bien écoute, Parfait. je te laisse nous expliquer tout ça. Nickel. Juste petite précision avant d'enchaîner, je devais être accompagné de la formidable Agathe. Malheureusement, elle est malade ce matin. Donc, bon établissement à elle, mais je me sens un peu comme Garou sans Céline Dion ce matin. Bref. Du coup, pour commencer directement, je pense et j'espère que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que, comme bon nombre d'entreprises, votre objectif ultime en tant qu'entreprise, c'est de développer une performance qui va être forte et durable. Mais au-delà de la seule performance économique, développer une performance durable, ça va être surtout, on va dire, avoir un impact. Avoir un impact en tant qu'entreprise et aussi avoir un impact en tant que recruteur qui participe à la mission de l'entreprise. Alors, avoir un impact, ça passe bien sûr par, première chose, à travers une vision, heu, c'est-à-dire là où vous souhaitez aller, ce qui va définir votre direction, ce qui va guider votre entreprise et bien sûr, aussi de l'argent puisque même avec la meilleure vision du monde, sans les moyens de la financer, ça peut être compliqué. Mais le plus important de cette équation, ça va être le facteur people, c'est-à-dire les personnes qui vont s'engager dans la vision, les personnes qui vont permettre à cette vision, de prendre forme, de devenir réalité grâce à leur investissement et grâce aussi à leur talent. Et concrétiser ce facteur people, ça va nécessiter 2 choses ultra importantes et on va dire élémentaires. D'une part, déjà, ça va être d'identifier les meilleurs pour un poste cible dans le contexte ultra spécifique de votre entreprise. Et donc être en mesure de repérer les talents qui vont réellement avoir la capacité de transformer votre entreprise aujourd'hui et dans le futur. Et d'autre part, c'est bien sûr, à une ère où la compétitivité pour attirer les meilleurs talents est croissante, leur proposer une expérience, un process de recrutement qu'on pourrait en quelque sorte qualifier d'incroyable. Donc un process qui répond à leurs attentes et qui permette à chacun un apprentissage ou en tout cas, on va dire une image positive, même si il ou elle, in fine, n'est pas retenu. Donc identifier les meilleurs talents et leur proposer une expérience incroyable, c'est bien sûr, notre monde idéal, en tant que recruteur ou en tant que RH. Le monde qu'on souhaite vraiment tous créer, un monde dans lequel on est en mesure d'aider chaque candidat à révéler et exploiter son plein potentiel, même si ce candidat, n'est pas recruté. Malheureusement, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est sans doute pas le monde actuel, puisque la réalité et on s'en rend compte à travers 2 chiffres, elle est beaucoup plus mitigée. Déjà, on a 50 des recrutements qui tournent à l'échec au bout de 18 mois et dans 9 cas sur 10, ces échecs sont liés à un problème, d'alignement comportemental ou un problème d'alignement de valeurs. Et ensuite, selon une enquête IFOP, 80 des candidats ont déjà vécu une mauvaise expérience de recrutement, notamment marquée par l'absence de retour suite à une candidature ou suite à plusieurs entretiens, tout simplement. Et tout ça, finalement, ça a des conséquences qui sont assez désastreuses. Déjà pour le candidat lui-même, ensuite pour votre entreprise, car c'est forcément un frein, on va dire, à la diversité, à l'épanouissement de chacun, à la performance. En résulte que les difficultés à recruter se traduisent aussi par des pertes de revenus conséquentes, notamment car le coût d'un recrutement raté aussi, on va dire, entre 30 et 150 K euros en fonction du profil à remplacer et aussi finalement des conséquences pour vous. Car je pense que vous devez l'avouer, c'est qu'en tant que recruteur, il n'y a rien de plus frustrant que de recruter une personne et de la voir partir au bout de quelques mois, voire quelques semaines. À partir de là, la grande question à se poser, c'est de savoir quelles actions vous pouvez mettre en place en tant que recruteur pour y remédier. Quelles actions vous pouvez mettre en place pour décupler votre impact et pour décupler l'impact de votre entreprise ou des personnes que vous allez recruter. Et la réponse, elle réside dans 2 éléments essentiels. D'une part, c'est redéfinir la notion de talent, comprendre vraiment ce qui fait le talent aujourd'hui, au-delà de savoir rédiger un CV, au-delà de savoir sourire en entretien.
Donc vraiment comprendre les critères qui sont aujourd'hui plus explicatifs de la réussite et de l'engagement d'une personne et sur quels critères vous allez devoir porter votre attention si vous souhaitez avoir un impact dans le monde de demain et celui d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une première question sur le quoi au final. Et d'autre part, une fois qu'on sait ce qui fait le talent des personnes, bah, c'est savoir comment mesurer ce talent avec le plus de fiabilité possible et le plus d'objectivité possible. Donc vraiment, quel outil, quelle analyse va vous permettre de venir objectiver ce potentiel. Et donc là, on n'est plus sur la question du comment. Du coup, premier point sur redéfinir la notion de talent. Pour comprendre, on va dire, ce premier point, c'est important de comprendre que la société, le monde évolue, le travail n'est plus le même, les attentes des candidats changent et que, in fine, le recrutement doit s'adapter. Historiquement, les décisions de recrutement, elles étaient basées sur quoi? Elles étaient basées sur ce qu'on appelle le capital social des candidats. C'est-à-dire que qui vous connaissiez vous permettait d'accéder à l'emploi. Donc vos relations, au final, vous permettaient d'avancer dans le monde professionnel. Ensuite, on est passé sur une période où on a davantage basé les décisions sur leur capital métier, donc sur les compétences techniques, les hard skills. C'est d'ailleurs là le monde qu'on connaît un peu tous, où on s'appuie, par exemple, sur le CV pour prendre des décisions, sur les expériences, en faisant le postulat que les expériences ont permis aux personnes d'acquérir les dites compétences. Alors, ça a certainement marché pendant un temps, encore que ça peut ça peut largement être débattu. Mais aujourd'hui et depuis quelques décennies déjà, on se rend compte que ça marche plus, et pour cause, si on suit les tendances de ce qu'on appelle, la polarisation de l'emploi ou la polarisation du marché du travail, on se rend compte d'une chose qui est assez explicite, c'est qu'à partir des années 2000, le nombre de jobs qui sont basés sur des tâches répétitives et qui nécessitent de fortes capacités d'adaptation et d'apprentissage, a totalement supplanté le nombre de jobs davantage routiniers et répétitifs. Et ça, c'est une tendance qui évolue d'année en année. On a deux courbes, comme vous voulez le voir en bas de l'écran, qui vont vraiment dans des sens opposés. Et c'est d'autant plus marqué en France et après chaque crise sociétale. Par exemple, les plus grosses évolutions se sont produites après la récession du début des années 80, après le krach boursier de 2021 également, après la crise financière de 2007. Et aujourd'hui, bim, on a le Covid, grosse crise, donc je vous laisse imaginer la suite, vous avez compris. Tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à une obsolescence de plus en plus rapide des compétences métiers, du capital technique. Et aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence technique, c'est environ 12 mois selon l'OCDE, alors qu'elle était encore de 30 ans en 87. Et donc au final, on arrive à une réelle, on va dire, incapacité à identifier les compétences métiers qui feront sens demain, les compétences techniques qui feront sens. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec certitude quelles compétences seront nécessaires dans 2, 5 ou 10 ans. Par exemple, qui aurait pu prédire que un des métiers les plus recherchés en 2021, ça serait testeur Covid dans une tente sauvage sur un parking de centre commercial. Le problème, et vous le voyez sûrement venir, c'est que en fait, on continue à appliquer des méthodes de recrutement old school, notamment en utilisant le CV, dans un monde qui a totalement changé et qui est tout simplement plus adapté à ces anciennes méthodes. Et au final, c'est un peu comme si vous voyagiez dans le futur, que vous arriviez en l'année, on va dire, 2600. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez en total décalage par rapport au monde que vous retrouviez. Et c'est ce qui se passe un peu pour le CV au final, qui doit pas tout à fait être à l'aise dans le monde qu'il découvre aujourd'hui et qui l'amène forcément à faire de nombreuses erreurs de recrutement. Donc, il y a une réelle nécessité, et depuis un moment déjà, d'entrer dans une ère où on va davantage miser sur ce qu'on appelle le capital psychologique, puisque au final, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne peut pas identifier et anticiper les compétences métiers qui feront sens dans le futur. Le meilleur pari à faire, du coup, c'est de miser sur celles et ceux qui seront les plus en mesure de développer les dites compétences et de les acquérir quand elles deviendront nécessaires. Aymeric, Ouais. j'ai envie de poser une question aux participants, déjà pour voir s'ils sont bien réveillés ce matin, et pour avoir un peu leur avis sur le CV. Le CV aujourd'hui, c'est un support que vous utilisez, j'imagine, mais est-ce que pour vous, c'est un support principal, c'est-à-dire prioritaire dans le recrutement, ou secondaire aujourd'hui? Si vous pouvez nous répondre simplement prioritaire ou secondaire, ou carrément pas du tout utilisé.
Moi, je vois que Nicolas est réveillé. Alors, on a pas mal de secondaires. Et donc, pour ceux qui répondent secondaire également, on va dire le critère principal, ça va être lequel? Ouais, donc c'est plutôt secondaire aujourd'hui, hein, en majorité. Ouais, 2 prioritaires quand même. Le premier entretien, l'entretien, la motivation, prioritaire à la sélection. Ah, prioritaire à la sélection, j'ai envie de dire, rien n'empêche de faire passer un test psychométrique avant même d'avoir lu un CV, hein. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui commencent à le mettre en place, hein. Commentaire pertinent de Delphine aussi, c'est qu'on a quand même beaucoup de secondaires, mais le CV est encore systématiquement demandé dans les annonces de job, etc. Ok, vous êtes super bien réveillé. Cool. Voilà. Je vous avoue que je suis content aussi de voir autant de personnes pour qui c'est secondaire et qui vont davantage miser sur, par exemple, comme le dit Jackie, sur les capacités pardon, comportementales. Donc vraiment, vraiment super. Comment aller à l'entretien sans avoir lu d'abord le CV, me demande Nicolas. Bah, déjà, le CV, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que finalement les profils LinkedIn, c'est pas une grande CV tech? Je me posais la question tout à l'heure, on parle du CV, mais aujourd'hui, moi, par exemple, quand je recrute, je les ouvre même pas, les CV. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends. Nous, pareil, chez Assessure, c'est pas un élément qu'on demande. Mais après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, on peut très bien aller à un entretien sans CV, puisque le but de l'entretien, je pense aussi, c'est de connaître réellement qui est la personne. Et il ne faut pas imaginer que quand on parle de recruter sur base des compétences comportementales, des soft skills, de la personnalité ou autre, ça veut dire qu'on arrive en entretien les mains vides, en fait. Ça répond, on va dire, pour que ça soit efficace, à une approche qui est structurée, qui est standardisée. Donc évaluer la personnalité, miser sur, le capital psychologique comme vous pouvez le voir en entretien. C'est pas juste, aller voir un candidat en entretien, lui parler de lui et cetera. C'est, limite en amont de l'entretien, il y a peut-être encore plus de travail et vous aurez encore plus d'éléments pour savoir qui est réellement la personne. Et tout loisir en entretien, de creuser sur ce que la personne a fait au cours de son parcours et cetera. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, prendre des décisions sur base du CV, ça a de grandes limites si on veut réellement connaître, la personne et prendre des décisions efficaces. Puis moi, je pars du principe que le premier entretien, il est pour présenter le job avant de. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans un premier entretien, c'est d'abord de présenter le job, la société, la culture d'entreprise, de façon à ce que la personne que j'ai en face de moi ait un maximum d'informations déjà pour savoir si réellement ça l'intéresse. Et si réellement ça l'intéresse, on démarre un entretien où là, on va approfondir la personnalité du candidat ou de la candidate. Et je trouve d'ailleurs qu'en ce moment, la notion d'offre d'emploi retrouve sa vraie. Parce qu'on parle d'offre d'emploi, hein. Donc, dans la notion initiale, c'est bien l'entreprise qui offre un emploi. Et on avait eu tendance pendant de nombreuses années à faire de la sélection un peu militaire des candidats. Et aujourd'hui, je trouve que la notion d'offre d'emploi reprend du sens, peut-être un peu plus de valeur que sur les dernières décennies. Car Dans le verbatim, hein, j'entends. Carrément. Et pour rebondir aussi sur le commentaire de Fanny qui nous dit que dans les annonces, le CV prime, il faut aussi comprendre que, et un peu comme tu le dis à travers recruter de manière un peu militaire, c'est que le CV, depuis que le recrutement existe un peu, ça a toujours été un élément fondamental, un élément essentiel. Donc forcément, on va dire, pour évoluer dans le sens du recrutement sans CV et de plus demander de CV, par exemple, ça prend, on va dire, ça prend aussi du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les candidats, en fait,
plébiscite ce genre de nouvelles méthodes de recrutement, puisqu'on a, d'après les études qu'on peut mener chez Assess First, on a, on va dire un peu plus de 80% des gens qui souhaitent justement être jugés dans un parcours de recrutement sur leur personnalité, sur ce qui les motive vraiment, plutôt que sur leur expérience, sur les écoles qu'ils ont fréquentées, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre conscience de cet élément pour se dire, aujourd'hui, si je veux vraiment répondre à un besoin candidat, attirer les meilleurs et savoir les évaluer de manière pertinente, c'est là-dessus que je dois miser, quoi. Il y a une question de Delphine qui est pertinente, hein, qui se demande si la démarche adéquation profil-compétence n'est pas interdépendante du type d'emploi visé. Alors, forcément, ça dépend du type d'emploi et je reprends toujours 2 exemples. Forcément, si demain, je dois me faire opérer du cœur, je vais pas aller voir, mon boucher puisqu'il a la bonne personnalité, il a les bonnes motivations. Donc sur certains jobs, on va dire de niche, forcément, on va attendre des compétences, des compétences métiers, des compétences techniques. Néanmoins, je reprends toujours mon exemple aussi. J'ai dû me faire opérer suite à un accident il y a pas longtemps, de toute la mâchoire et cetera. Et pour ça, j'avais rencontré plusieurs dentistes et cetera et comme ils me suivaient vraiment sur le long terme, on a vraiment créé, on va dire, une sorte de lien de confiance et cetera. On parlait de mon job, tout ça et je leur ai fait passer les questionnaires. Et forcément, on va dire sur le choix final du dentiste et cetera, qui allait faire vraiment les dernières finalisations et cetera, à niveau de compétences égales, je me suis dit, j'allais prendre, et égaler avec celui qui avait le plus d'attachement en détail, celui qui avait plus justement cette appétence pour l'esthétique. Donc au final, même sur des jobs où il y a de fortes compétences métiers qui sont requises, comme par exemple dentiste, chirurgien ou autre, cette couche de compétences comportementales, de personnalité, de motivation, elle va être aussi importante pour on va dire la qualité et la performance dans le job, pour aussi l'évolution de la personne. Donc oui, sur certains métiers, on en aura besoin, mais on va dire que les compétences comportementales sont beaucoup plus transverses, quel que soit le job. Et c'est notamment pas pour rien qu'aujourd'hui, de ce que nous dit la littérature, on va dire scientifique, les capacités d'apprentissage et les capacités de raisonnement, on va dire, c'est le premier facteur de réussite sur un job et c'est un des seuls critères qui est vraiment transverse sur l'ensemble des métiers. Et c'est d'ailleurs le soft skills numéro 1, hein, apprendre à apprendre. Exactement, et qui plus est dans le monde d'aujourd'hui et celui de demain, où justement on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et la seule certitude au final dans ce nouveau monde, c'est le changement. Donc si on n'a pas justement cette capacité, comme tu le dis, à apprendre, ça sera compliqué justement pour pouvoir évoluer. Ouais. Super. Ça marche? Je continue du Vas-y. coup. Après on a déjà Sur le capital psychologique, Aymeric. bien entamé la suite et ça on en parle depuis 10 minutes maintenant. Du coup, le capital psychologique, ça va être quoi? Ça va être la combinaison de 3 grands facteurs. Déjà, les capacités cognitives de la personne, c'est-à-dire quel niveau de tâche elle peut gérer en autonomie, comment elle va réfléchir, comment elle va prendre des décisions et apprendre de nouvelles choses. Ses motivations ensuite, ce qui la drive au quotidien, ce qu'elle veut faire, pourquoi elle veut le faire, dans quel cadre elle veut le faire. Et enfin, sa personnalité, donc la manière dont elle va se comporter au quotidien. Et la combinaison de ces 3 facteurs, elle va nous permettre de venir cerner avec précision ce qu'on appelle les talents naturels d'une personne, donc vraiment ce qu'elle fait mieux et plus naturellement que le reste de la population. Le talent d'une personne, c'est donc in fine, pour vraiment le redéfinir, c'est pas ce qu'elle a fait par le passé, son expérience ou ses diplômes, mais j'aime bien une petite phrase qui est de dire que le talent, au final, c'est la personnalité au bon endroit. Et ça, la science l'a compris et elle a démontré surtout depuis plusieurs années, voire une centaine d'années, puisqu'on sait à travers de nombreuses méta-analyses que la personnalité et le raisonnement sont largement plus prédictifs que les critères du CV. Et notamment, par exemple, on a le nombre d'années d'expérience, nombre d'années d'études, pardon, qui va nous permettre de prédire 1% de la réussite future d'un candidat. Les expériences, elles vont permettre d'en prédire 3 et le raisonnement à lui seul va permettre d'en prédire jusqu'à 42%.
Donc tout ça, vous le savez peut-être déjà et d'après les commentaires là qu'on avait sur le chat, c'est quelque chose, que vous avez en tête et ça se retranscrit aussi dans plusieurs enquêtes auprès des recruteurs et des RH. Parce qu'aujourd'hui, on a 92 des recruteurs, donc selon une étude LinkedIn, de 2020, si je ne me trompe pas, pour qui cette partie soft skills va être une nécessité critique. Là où il y a plus d'incompréhension ou en tout cas plus de croyances, ça va être quant à la façon de les mesurer de manière objective. Donc vraiment comment venir mesurer objectivement la personnalité. Donc là, je vais parler de personnalité pour éviter de dire personnalité, motivation, raisonnement à chaque fois, mais ce que je vais vous raconter, ça vaut aussi pour les trois. Du coup, première chose, pour évaluer objectivement cette personnalité, ça va être de dépasser notre propre intuition. Même si on serait ravi de pouvoir anticiper la réussite d'une personne sur base de notre intuition ou d'évaluer sa personnalité sur base de notre feeling en entretien, on a tous une sorte de biais de surconfiance qui nous fait en quelque sorte donner, comme son nom l'indique, une surconfiance à notre intuition. Mais la réalité et la science démontrent que ça reste un mythe. Recruter bien, c'est pas du feeling, mais ça nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une approche qui est vraiment structurée et standardisée. Et pour structurer du coup cette évaluation, cette démarche, je vous présente 2 étapes qui vont être en quelque sorte essentielles. Première étape, ça va être d'identifier les traits de personnalité qui expliquent la réussite pour le job sur lequel vous souhaitez recruter. C'est en quelque sorte l'étape où vous allez venir définir les attentes, définir la liste des traits de personnalité que vous allez rechercher chez le ou la candidate idéale. C'est vraiment une étape importante car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même s'il y a une forte désirabilité pour certains traits de personnalité, comme par exemple aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, la créativité ou autre, on se rend compte que c'est une erreur car cette façon d'envisager la personnalité, c'est une erreur fondamentale dans le sens où elle fait penser qu'il existe une bonne personnalité qui sera un prédicteur universel de la performance. La réalité, c'est que la personnalité et aussi ses liens avec la réussite sont plus clairs et plus significatifs quand ils sont envisagés dans un contexte donné. Il y a vraiment donc une nécessité de distinguer entre désirabilité d'un côté et utilité de l'autre. Et même si un attribut de personnalité peut sembler ultra désirable, il ne sera pas forcément utile pour faciliter la réussite d'un collaborateur dans toutes les situations et pourrait même s'avérer, dans certains cas, contre-productif. Et donc, pour identifier ces attentes et venir cerner avec une grande précision les traits de personnalité qui expliquent la réussite, l'usage d'algorithmes s'avère aujourd'hui la méthode la plus efficace. Alors forcément, le mot algorithme peut faire peur, mais c'est important de dépassionner les débats potentiels et de passer, on va dire, en quelque sorte, le réalisme des fictions pour nous recentrer sur la réalité des algorithmiques modernes. Un algorithme, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de règles opératoires pour résoudre un problème. Vraiment une suite logique d'étapes pour répondre à une question. Un peu comme la logique, on va dire que je reprends toujours cet exemple-ci, mais que la logique que vous pouvez avoir dans votre tête chaque matin pour vous habiller en fonction de la météo. Vous allez vous dire, tiens, il fait 40 degrés aujourd'hui, il fait super chaud, donc je vais peut-être mettre une doudoune. Je voulais mettre ce t-shirt ça ici, mais il est à la lessive, etc. Donc vous allez avoir une sorte de logique dans votre tête avec différentes étapes qui vont vous permettre d'aboutir à une décision. Et par définition, ce que vous faites, ça reste un algorithme. Alors bien sûr, ça c'est un exemple simpliste et aujourd'hui, quand on parle d'algorithmes, on va surtout parler d'algorithmes numériques, donc vraiment penser pour les ordinateurs et qui ont cette capacité à augmenter la portée et la puissance de la portée rationnelle. Et donc, mais il faut comprendre que au-delà de ce qu'on peut voir dans les films sur de la robotique ou autre, dans la RH, on peut mettre en place des process et des algorithmes qui restent relativement simples, compréhensibles et applicables pour venir cerner ce qu'on cherchait tout à l'heure à cerner, c'est-à-dire les traits de personnalité qui vont expliquer la réussite sur un poste. Et donc, comment ça se passe? Ça peut tout simplement passer à travers ce qu'on appelle des régressions linéaires, par exemple. C'est-à-dire que le système va analyser l'évolution de la performance en fonction d'un trait de personnalité.
Donc, il va projeter les membres d'un échantillon que vous souhaitez analyser dans l'espace que vous voyez sur l'écran et croiser, on va dire, dessiner une ligne de régression qui va permettre de déterminer si ce trait de personnalité est explicatif ou non de la performance. Donc, vous voyez que sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, vous avez les performances. Sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, vous avez les traits de personnalité. Et on va voir si la performance évolue en fonction du score sur ce trait de personnalité, tout simplement. Si on rentre encore plus dans le concret, comment ça se passe dans l'outil qu'on peut développer chez Assessors? C'est tout simple, vous allez arriver sur cette interface qui va vous permettre, on va dire, de dire à l'outil quel échantillon de personnes vous souhaitez analyser. Donc, par exemple, un échantillon de collaborateurs qui fait le job sur lequel vous cherchez à recruter. Donc, vous sélectionnez l'échantillon en cliquant sur « Rechercher des groupes ». Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner une partie de l'équipe Assessors. Ensuite, vous venez, déjà, vous voyez les personnes apparaître. Donc, par exemple, Solène, Emma, Simon, etc. Ensuite, vous venez leur attribuer une note de performance et potentiellement aussi d'attitude pour savoir si les personnes sont alignées avec votre culture. Donc, par exemple, une note en 5 étoiles, plus je mets une note forte à cette personne, plus ça veut dire que cette personne est performante. Donc, par exemple, 4 étoiles pour la performance de Solène, 3 pour Emma, 5 pour Simon. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton « Enregistrer » pour lancer l'analyse. Et le système, au final, va vous ressortir, vous créer en quelque sorte un modèle, ce qu'on appelle modèle prédictif, qui intègre tous les traits de personnalité qui vont être importants pour le job et qui vont être explicatifs de la réussite des personnes que vous avez évaluées. Donc vraiment, le système vous présente les traits de personnalité qui sont importants. Donc ici, 7 traits de personnalité en l'occurrence sur les 20 qui sont mesurés par un questionnaire, qui vont être intégrés au modèle et qui permettent d'expliquer la différence entre les meilleurs et les moins bons sur le job. Donc vraiment, pour synthétiser, un échantillon de collaborateurs sur le job passe les questionnaires, vous dites au système qui est performant, qui ne l'est pas, le système analyse tout ça et vous ressort un modèle prédictif qui est explicatif de la réussite. Donc vraiment, au final, vous admettrez qu'on est loin d'une logique, on va dire, un peu à la Black Mirror, comme on peut l'avoir en tête quand on parle ou qu'on pense à des algorithmes, mais encore une fois, qu'on est sur des choses qui sont compréhensibles, utiles et aussi applicables. Et ensuite, du coup, deuxième point ça va être, je vois qu'il y a une question, non, c'est toi qui as mis, pardon. Deuxième point, une fois qu'on a cerné les traits de personnalité qui sont explicatifs de la réussite, ça va être de mesurer la personnalité de vos candidats et anticiper leur capacité à réussir par rapport et sur base surtout du modèle créé. Ce que je vous invite à faire là, c'est vraiment, si vous voulez recruter sur la base du potentiel comportemental et de mettre toutes les chances de votre côté pour recruter les meilleurs candidats, c'est-à-dire ceux qui sont les plus pertinents par rapport à votre recherche et ceux qui ont le plus de chances de réussite, c'est de positionner, comme on l'expliquait un peu tout à l'heure, positionner la passation des tests psychométriques dès la phase de présélection. C'est vraiment la clé pour prendre de meilleures décisions dans votre process. Et encore une fois, comment ça se passe? Vous pouvez par exemple créer une campagne de recrutement. Donc le système de campagne intégré à Salesforce vous permet de gérer efficacement l'ensemble de ces opérations, que ce soit recrutement interne ou recrutement externe. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement générer un lien via lequel chaque candidat pourra compléter les questionnaires. Donc, c'est un peu comme quand vous envoyez, on va dire, une job offer à un candidat. Là, vous pouvez intégrer ce lien directement à la job offer et chaque candidat pourra compléter les questionnaires. Et chaque candidat qui aura complété les questionnaires apparaîtra dans vos candidatures à étudier. Donc, tout ça trié de manière décroissante pour vous aider à identifier de manière, on va dire, plus aisée et de manière plus instantanée les candidats dont le profil correspond pleinement à vos attentes. Vous pourrez aussi accéder aux résultats détaillés d'un candidat, comme Charlie ici par exemple, qui a une adéquation de 93% par rapport à ma recherche, par rapport au modèle prédictif rattaché à la campagne, ce qui est vraiment top, on ne va pas se le cacher. À partir de 60% d'adéquation, on va se dire qu'il y a vraiment une bonne capacité, une bonne, on va dire, probabilité que la personne soit épanouie et réussisse sur le job. Et ensuite, vous pourrez aussi aller voir le détail des résultats pour éventuellement identifier les points de décalage entre le profil de Charlie ici en l'occurrence et le profil recherché, ce qui vous permettra de mieux comprendre le score de la personne
de prendre de meilleures décisions et ça vous permettra aussi de mieux cibler vos potentielles questions en entretien pour venir creuser sur ces points de décalage ou en tout cas sur les points où vous pourriez potentiellement avoir un doute. Donc vraiment, pour conclure et après on pourra passer aux questions, ce qu'il faut retenir, c'est que la question à se poser, c'est plus vraiment de savoir, si c'est pertinent ou non de recruter sur la base de la personnalité. La grande question, c'est de plutôt savoir comment le faire et recruter sur la base de personnalité, ça ne s'improvise pas, ça suit des méthodes et des process bien établis pour être efficace. Déjà, l'évaluation des talents naturels et donc je le répète, de cette combinaison personnalité, motivation, raisonnement, ça va passer par les tests psychométriques qui sont vraiment soumis, on va dire, à une forte rigueur scientifique. Ensuite, l'analyse objective des résultats au regard d'une attente spécifique, donc on va dire la comparaison statistique entre le profil du candidat et l'attente que j'ai pour un job grâce à un algorithme personnalisé. Tout ça, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une prédiction qui doit être considérée comme heu, une recommandation, on va dire, ciblée quant à la probabilité de réussite future, du candidat sur le poste. On parle de recommandations car ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la décision finale, la décision de recruter ou non la personne, c'est toujours la décision et la propriété du recruteur. Les tests, l'IA, la data, les algorithmes, ça reste des outils d'aide à la décision. Ils ne vont pas prendre les décisions seuls, en tout cas dans notre cas chez Assessors, mais ils vont plutôt vous aider à augmenter vos capacités, à éclairer votre jugement et in fine à prendre de meilleures décisions. Et pour finir, la première étape pour continuer à avoir un impact dans le futur, continuer à avoir de l'impact en tant que recruteur, j'ai envie de vous dire que c'est surtout de comprendre qu'on vit une révolution qui est d'abord humaine plus que technologique. Aujourd'hui, on a parlé d'algorithmes, donc bien sûr, ça serait en quelque sorte malvenu de chercher à nier les dérives dangereuses qui sont aussi de l'usage de certains algorithmes, mais ça serait encore plus naïf de tous les condamner au gré d'une méconnaissance de leur fonctionnement, par exemple. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de déshumanisation liée à l'usage d'algorithmes dans les RH. Ça reste une erreur pour moi qui nous limite grandement dans notre capacité à les comprendre comme un réel catalyseur, on va dire, du potentiel et des synergies de l'homme, ou en tout cas des recruteurs aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les technologies, dans le fond, ça ne change pas vraiment les sociétés. C'est vraiment leur réappropriation par l'homme qui va permettre d'en faire de réelles évolutions. Et cette toute petite nuance, elle permet vraiment d'envisager la place centrale de chacun dans la construction d'un futur souhaité plutôt que subi, j'ai envie de dire. Notamment de par l'émancipation intellectuelle de tous, qui doit devenir un levier on va dire un levier essentiel pour amener chacun à se forger une compréhension éclairée du potentiel des algorithmes, au-delà, on va dire, de toutes les zones d'ombre ou tout, on va dire, tout le sensationnalisme, on va dire, qui est prôné par certains. Donc, je vous invite vivement tous à promouvoir la culture scientifique, à développer votre esprit critique et aussi votre humilité intellectuelle. Bien sûr, les algorithmes n'ont pas toujours raison, et tous les algorithmes d'ailleurs ne devraient pas être utilisés, notamment en recrutement. Mais pour comprendre lesquels vont vous permettre vraiment de booster vos capacités, lesquels vont vous permettre d'accéder à des bénéfices dans vos pratiques, vous devez être en mesure de les comprendre. Et tout ça pour dire que les débats ne doivent plus, on va dire, s'orienter sur une confrontation qu'on peut voir souvent entre hommes et IA. Qu'on le veuille ou non, au final, la prévalence des algorithmes, elle croît de manière, on va dire, exponentielle chaque jour et dans tous les domaines. Donc vraiment, je vous propose un nouveau débat qui est bien plus enrichissant pour moi et bien plus pressant. C'est de vous poser une question simple. Est-ce que vous souhaitez rester passif et subir un monde qui sera décidé par d'autres? Ou alors, est-ce que vous souhaitez chercher à comprendre ces nouvelles technologies et outils, participer en tant qu'expert et en tant qu'utilisateur à leur co-construction, à leur amélioration continue, pour construire, comme je le répétais tout à l'heure, ensemble un monde souhaité plutôt que subi. Et au final, le monde qu'on souhaite tous et qu'on vous présentait en début de webinaire. Voilà, merci à tous, c'est ce que je voulais, que je voulais vous présenter aujourd'hui et ce sur quoi je voulais conclure. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions entre... Alors attends, je vais juste me remettre sur cette slide, voilà, qui me fait du bien. Non, mais ce que j'y vois aussi comme intérêt, c'est au-delà de l'intérêt pour le recruteur, il y a aussi un grand intérêt pour le candidat d'utiliser ces tests parce que ça permet aussi au candidat à un moment donné d'avoir
un feedback instantané via la restitution du test. Carrément, bah, ça permet vraiment à chacun de mieux se connaître déjà de base, d'amener aussi chacun, on va dire à savoir qu'il sera jugé sur des critères pertinents. Et tu vois, là, par exemple, je te reprends un exemple qui m'a marqué. On a fait tester l'application, ce vendredi dernier, à une association qui, on va dire, qui héberge, hospitalise et qui accompagne des personnes en situation de handicap pour voir si justement, bah, ils arrivaient à passer les questionnaires, s'ils avaient des troubles dans l'utilisation et cetera. Et il y a une personne, qui a vraiment fait un témoignage touchant et qui nous a dit, bah, c'est super puisqu'au final, aujourd'hui avec ce genre d'outils, je sais que je peux être jugé sur, bah, pour qui je suis réellement, au-delà de mon handicap. Je peux être mis au même niveau que tous les autres. Donc oui, aujourd'hui, ça permet vraiment à chacun de montrer qui il est réellement au recruteur. Ça permet aussi à chacun de comprendre, vraiment ce qui va le ou la rendre unique. Donc oui, c'est extrêmement plébiscité par les candidats, puisque ça va être on va dire un boost pour la diversité. Ça va remettre, on va dire, tout le monde aussi sur un pied d'égalité. Donc ça reste aujourd'hui très, ouais, très très intéressant et très impactant pour tous. Alors, il y a Raphaël qui dit, non, Raquel, pardon, qui dit j'adorerais passer ce test. Bah, vous pouvez le passer, il est disponible sur la plateforme d'Assess First. Vous pouvez vous créer un compte, je crois. Ouais, alors, oui, pour tout, on va dire pour tous les utilisateurs, c'est un test qui est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site d'Assessors, vous créez un accès, vous pourrez compléter les 3 questionnaires. Donc 3 questionnaires, le premier qui s'appelle Shape pour évaluer la personnalité, Drive pour les motivations et Brain pour le raisonnement. Et une fois que vous aurez complété les 3 questionnaires, donc à peu près 30 minutes globales, vous aurez accès à une synthèse assez complète de vos points forts, de vos comportements privilégiés, de ce qui vous motive, ce qui vous drive au quotidien. Aussi d'informations comme, bah, le style de management que vous allez rechercher ou le style de management que vous allez mettre en place si vous êtes amené à prendre une position de leadership, par exemple. La manière aussi dont vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas, oui, à vous connecter pour compléter les questionnaires. Ou à m'ajouter aussi sur LinkedIn, comme ça je vous enverrai le lien et si vous souhaitez, on pourra en débriefer. Ça marche, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous confirme que c'est assez simple à passer, hein. Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Par contre, c'est évolutif, hein, Emmerich, on est d'accord, hein. Si je le passe en janvier, si je le passe en juin, j'aurai pas forcément les mêmes résultats, hein. Alors, si. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, avec la personnalité et les motivations de raisonnement, c'est que ça reste des variables qui restent stables dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la personnalité peut évoluer, on va dire, au cours de l'adolescence et cetera, où elle va vraiment se construire, mais après, elle va devenir relativement stable. Et c'est ce qu'on voit dans nos questionnaires et c'est aussi ce qui est attendu des tests psychométriques. C'est que, bah, si, Christophe, tu passes les questionnaires en janvier 2022 et que tu les repasses en décembre 2022, bah, les résultats soient les mêmes. Ça, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une réalité. La personnalité est stable, donc notamment à partir de 30 ans, et que même on va dire, les événements de vie majeurs vont pas venir réellement changer la personnalité. Bien sûr, quelqu'un il y a eu de nombreuses études sur le sujet. Par exemple, quelqu'un qui gagne au loto, on se dit oui, sa personnalité va changer, etc. Mais quelqu'un, on va dire, j'ai pas le bon mot, donc je vais dire on va dire un peu négatif, un peu grognon avant de gagner au loto. Il va gagner au loto, il va peut-être être super, super enjoué, super content pendant 15 jours, mais au bout de 15 jours, il va retrouver sa personnalité de base. Et les seuls changements, on va dire, qui arrivent, ça va aller dans le sens d'un renforcement de tes traits dominants. C'est-à-dire que si tu es, on va dire naturellement extraverti, bah, plus tu vas avancer avec l'âge, plus tu vas renforcer cette tendance. Mais tu vas pas avoir tu vas pas passer, d'un d'un Ouais. du top du trait au top inverse. Donc personnalité relativement stable dans le temps, les capacités de raisonnement, également très stables. Les capacités de raisonnement, elles ont même plutôt tendance à légèrement décroître avec
éclage, mais ça reste très sensible. Là où ça va être un peu légèrement plus variable, ça va être sur la partie motivation. C'est-à-dire que là, les événements de vie peuvent venir impacter ce que tu vas rechercher. Par exemple, un mariage, un enfant ou autre, ça va peut-être te dire, aujourd'hui, je vais rechercher un peu plus de stabilité dans mon quotidien. Donc la partie motivation, même si nos indicateurs psychométriques, notamment la fidélité test-retest, nous montrent que ça reste stable, il y a un potentiel de variation qui est quand même un peu plus important. Ça marche. Super, Emric. Eh bien, écoutez, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay d'ici 48 heures sur MyRHline. Alors, je vois qu'il y a une question avant de conclure. Ok. Elle est dans le... Ok, je vais trouver. Bon, si on rentre dans des questions trop techniques, je pense il vaut mieux contacter Emric sur LinkedIn. Hop, nickel, je fais ça tout de suite. Parfait. Super. Merci à tous et merci à toi, Christophe, pour l'invitation. Ça marche. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Nous, on se retrouve, si vous le souhaitez. On a un prochain webinar qui démarre dans 20 minutes dans le cadre de notre semaine Licence to Skill. Un prochain webinar dont je vais vous donner le titre tout de suite si ça vous intéresse. Misez sur la transformation digitale pour recruter et intégrer vos nouveaux talents. Donc ça commence à 11h. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci à tous. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir, Emric.